Tant que nous aidons l'Ukraine avec les armes dont elle a besoin et un soutien économique, elle se battra jusqu'à la dernière personne. Ils sont simplement utilisés par les pays occidentaux comme chair à canon. Aujourd'hui, l'Union européenne envisage de retirer le droit d'asile aux hommes ukrainiens en âge d'être mobilisés. En gros, ce qu'ils disent, c'est « Vous n'êtes pas des victimes de la guerre. Vous devez aller vous battre, puisque c'est nous qui payons pour ça. » On a aussi une autre vidéo de Lindsey Graham où il explique pourquoi, selon lui, financer la guerre en Ukraine est de l'argent bien dépensé. Il dit « libre ou mourir ». Libre ou mourir. Maintenant, vous êtes libre. Oui, et nous le serons aussi. Et les Russes meurent. C'est l'argent le mieux dépensé de notre vie. Merci beaucoup. Vous savez, je suis habituée à ce genre de rhétorique en Ukraine, parce que les Ukrainiens font beaucoup de blagues sur la mort. Ils se moquent souvent des morts russes, pas seulement des soldats, mais aussi des civils russes, même de ceux qui étaient touristes en Égypte et ont eu des accidents. Ils ont fait des blagues sur ces attentats terroristes, par exemple, en Russie. C'est un développement très inquiétant. Et quand Fedorov, le ministre ukrainien de la Défense, a dit récemment que l'objectif de l'Ukraine était de tuer 50 000 Russes par mois, les Ukrainiens étaient tellement enthousiastes. Et Zelensky a dit « Oui, c'est notre objectif ». Puis j'ai vu des responsables de l'OTAN, des généraux, et vous savez, des politiciens de l'Union européenne commencer à applaudir. Et ils étaient vraiment ravis. Et c'était profondément troublant, parce que vous savez, et Lindsey Graham, en fait, c'est lui qui a lancé cette rhétorique. C'est le même symptôme, non? Faisons saigner la Russie. C'est notre rêve, hein? C'est le rêve occidental. Ce qui est vraiment troublant là-dedans, c'est qu'il y a un peu deux niveaux, tu vois? Parce que, déjà, je suis contre le fait de célébrer la mort de gens. Mais en plus, comment pense-t-il que ces Russes vont être tués? Pour que ça arrive, il faut bien que des Ukrainiens soient tués aussi, non? Donc en fait, ils célèbrent indirectement la mort d'Ukrainiens. Et ces mêmes personnes prétendent se soucier des Ukrainiens, alors qu'on sait très bien qu'ils déshumanisent les Russes. Exactement. Et quand on voit le gouvernement ukrainien cacher le nombre de victimes en Ukraine, quand Zelensky a parlé d'environ 50 000 Ukrainiens tués, franchement, c'est risible. Même certains commandants respectés disent que le vrai nombre de soldats ukrainiens morts serait plutôt autour de 200 000, voire plus. Et en plus, il y a 100 000 personnes officiellement portées disparues. Donc là, on parle seulement des morts et des disparus. Et on a aussi, officiellement, 100 000 amputés, des gens qui ont perdu un membre dans cette guerre au cours des 4 dernières années. Vous imaginez ces chiffres? C'est terrifiant. Et personne n'en parle. Oui, tu as raison, Katie. Lindsey Graham n'a jamais parlé du prix de cette tuerie, de ces Russes qu'on veut abattre. Combien d'Ukrainiens devront encore mourir pour atteindre cet objectif de tuer ces Russes? Combien seront envoyés dans des missions suicidaires ou des opérations de communication comme celle de Koursk? Un de mes proches, le père de 2 jeunes enfants, un homme totalement civil, a été mobilisé de force et envoyé à Koursk. Toute son unité a été tuée et il a été profondément traumatisé par ce qu'il a vu pendant cette opération. Et le moral, c'est autre chose quand on n'est pas sur son propre territoire, pas dans son pays, mais dans un pays étranger. C'est un moral complètement différent. Il a été tellement traumatisé qu'il a fini par déserter. Et maintenant, il risque 10 ans de prison pour ça. Personne ne se soucie de la santé mentale de ces jeunes hommes. Ils n'étaient pas préparés à cette guerre. On les envoie simplement se faire broyer.
Tu sais, pour cette mission de communication, parce que l'opération de Kursk avait été tellement mise en avant et que Zaloujny en était tellement fier et Zelensky aussi, et que les dirigeants européens, tout l'Occident même, étaient si contents de voir que l'Ukraine gagnait. Et pourtant, tellement de gens sont morts à Kursk. Et dans beaucoup de ces opérations, on apprend aujourd'hui, grâce à des fuites dans les milieux militaires, que les soldats ne sont pas contents. Certains commandants leur donnent des ordres juste parce que Zelensky veut enregistrer une nouvelle vidéo et dire « Regardez, on a planté notre drapeau à tel endroit ». Mais personne ne parle du prix à payer, du nombre de vies perdues pour planter ce drapeau, juste pour une belle vidéo de Zelensky qu'il montrera à Ruth et à d'autres lors d'une autre belle réunion, tu vois, avec des corps derrière tout ça. C'est insensé. C'est complètement fou. C'est vraiment troublant. Et personne ne semble comprendre ce que ces morts impliquent. Encore une fois, je ne me réjouis pas non plus de la mort de Russes. Mais le paradoxe, c'est que ces gens diabolisent les Russes. Alors que pour tuer ces Russes, des Ukrainiens meurent aussi, évidemment. Et à eux, on ne rend même pas un hommage symbolique. Bon, encore 2 vidéos de Lindsay. Celle-ci, c'est Lindsay qui donne son avis sur la direction qu'on prend en Ukraine. J'aime la direction structurelle qu'on prend ici. Tant qu'on aide l'Ukraine avec les armes dont elle a besoin et le soutien économique nécessaire, elle se battra jusqu'à la dernière personne. Voilà. Je veux dire, il dit clairement qu'on va les utiliser comme chair à canon. Exactement. Et vous savez, en 2022, au tout début de l'invasion à grande échelle, les files de volontaires dans les centres de recrutement étaient interminables. Des hommes ukrainiens rentraient de l'étranger, n'est-ce pas? Parce que l'élan patriotique était immense et beaucoup croyaient vraiment qu'ils pouvaient aider leur pays. Personne ne pensait que ça deviendrait une guerre d'usure, pas vrai? Mais après la contre-offensive ratée de l'automne 2023, quand il est devenu évident qu'on était entré dans une phase de guerre d'usure, l'état d'esprit était tout autre. Et puis même Zaloujny lui-même, qui était commandant en chef à l'époque, lui aussi a publié un article en disant « On a perdu notre chance de mettre fin à la guerre, en gros, et maintenant c'est une guerre d'usure. Les règles ont changé, tout a changé. » Et c'est à ce moment-là que les gens ont commencé, c'était vraiment le point crucial où la rébellion contre la mobilisation forcée a commencé en Ukraine. C'est aussi là que beaucoup ont commencé à comprendre qu'ils étaient manipulés et utilisés par l'Occident. Et la guerre par procuration joue un rôle énorme dans tout ça. Et aujourd'hui, de plus en plus de gens se rendent compte qu'ils sont simplement utilisés par les pays occidentaux comme chair à canon. Les récents développements dans la politique européenne sur l'asile pour les hommes ukrainiens en âge d'être mobilisés en sont une nouvelle preuve. Parce que, comme vous le savez, l'Union européenne envisage maintenant de retirer le droit d'asile à ces hommes. En gros, ce serait la plus grande discrimination de l'histoire du droit d'asile moderne en Europe. En clair, on leur dit « Vous n'êtes pas des victimes de guerre, vous ne méritez pas le statut d'objecteur de conscience, vous ne méritez pas d'être protégés. » Et vous devriez aller vous battre, parce que c'est nous qui payons pour ça. C'est nous qui prenons les décisions à votre place. Zelensky a dit qu'ils avaient besoin de chair à canon et nous avons décidé avec lui que vous deviez partir au front. Et il n'y a que la Hongrie qui a dit qu'elle n'obéirait pas à cette décision. Il continue de protéger les hommes ukrainiens, de les accueillir et de leur accorder l'asile. Je pense que la Bulgarie pourrait les rejoindre.
Alors, vous voyez l'ironie. Les premiers pays à avoir retiré cette protection aux hommes ukrainiens, ce sont ceux qui sont considérés comme les plus progressistes en matière d'égalité entre les sexes, la Norvège et le Danemark. Alors, je veux être sûre de bien comprendre que tout le monde saisisse bien. L'Union européenne dit maintenant que si vous êtes ukrainien et en âge d'être mobilisé, vous n'aurez pas droit à l'asile. C'est bien ça. Donc, en gros, ils essayent de forcer les gens à se battre. Ils veulent les empêcher de fuir. C'est bien ça. Mais quelle justification peuvent-ils bien avoir pour faire ça? Ils ont donné la même justification morale. Nous soutenons l'Ukraine et la liberté de l'Ukraine. Nous devons contribuer à l'effort de guerre ukrainien parce que l'Ukraine a besoin. Det är fort. Då pushar Ukraina obtenir l'asile. Nous prenons parti pour les élites politiques corrompues d'Ukraine, contre le peuple ukrainien, contre les classes populaires. Quand ils disent « nous soutenons l'Ukraine », en réalité, ils ne soutiennent pas le peuple. Ils soutiennent les élites corrompues du pays, celles qui s'enrichissent grâce à cette guerre. Leurs fils sont ici, aux États-Unis, en Occident. Ils profitent de la vie. Personne ne sert dans l'armée. Non, ce sont les hommes ordinaires d'Ukraine qui portent tout le poids de cette guerre. C'est hallucinant. Franchement, on n'inventerait pas un truc pareil, non? Ils disent qu'ils soutiennent l'Ukraine, qu'ils sont aux côtés des Ukrainiens, soi-disant. Soi-disant, oui. Mais en réalité, ils ne les soutiennent pas du tout. Ils leur mettent des bâtons dans les roues, alors que ces gens cherchent simplement à obtenir l'asile. Exactement. Ils les repoussent pendant qu'ils essayent de fuir. Bon, encore une dernière vidéo de Lindsay, je te le promets. Après ça, c'est fini. Mais celle-là, il faut vraiment qu'on la montre. Et en plus, c'est presque parfait parce qu'il met en lumière, tu vois, beaucoup des problèmes dont tu parles. Alors voilà, Graham, lors de son dernier voyage en Ukraine, celui dont il est revenu le jour même où il est mort. Je n'ai jamais été aussi optimiste qu'aujourd'hui. Je pense qu'on a enfin la formule pour mettre fin à cette guerre. Il faut aider l'Ukraine à être plus redoutable sur le plan militaire. Il faut aussi faire comprendre à ceux qui soutiennent la Russie qu'ils devront en payer le prix s'ils continuent. Et il faut chercher une issue, non pas pour humilier Poutine, mais pour mettre un terme à cette guerre afin que l'Ukraine puisse vivre et prospérer. Nous vivons un moment unique. Dans les mois qui viennent, si nous faisons les choses correctement, si nous renforçons les capacités militaires de l'Ukraine, et si nous amenons les autres à nous aider face à Poutine au lieu de le soutenir, alors nous pourrons mettre fin à cette guerre. Franchement, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est? Quand il parlait du prix, bien sûr, il parlait de ses sanctions. Il développait ce projet de sanctions et aujourd'hui, Trump a été interrogé par des journalistes, mais il ne croit pas que cette version dure du projet sera appliquée, qu'elle sera mise en place, parce que personne n'y a vraiment intérêt. Oui, personne n'est vraiment intéressé par ça. Et vous savez, je pense sincèrement que dans cette situation géopolitique, si on pousse la Russie trop loin, elle n'aura probablement pas d'autre choix que d'utiliser l'arme nucléaire. Et ça m'inquiète énormément, parce que ces armes nucléaires seraient utilisées contre l'Ukraine, évidemment, et sans doute contre l'ouest de l'Ukraine, juste pour donner une leçon à l'Europe de l'Ouest, puisque l'ouest de l'Ukraine est proche de la frontière de l'Union européenne, et ce serait ma ville natale. Alors vous voyez, je ne suis pas du tout à l'aise avec cette politique belliciste.
I'm not happy with this hawkish politics.